Salut à tous et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Petites Obsessions. Je m'appelle Hélène et je suis en compagnie du charmant William. Ben oui, j'ai pas réussi à m'en débarrasser aujourd'hui. Hey, franchement, quand même, là, je peux revenir, là, si tu veux, là, genre, dans 15 minutes, je vais venir faire ma partie, puis chacun notre tour. Non, mais c'est une petite blague en lien avec l'épisode d'aujourd'hui parce que c'est notre spécial Saint-Valentin. Mais c'est encore pire! Ben là, c'est pas grave. Mais là... Si vous êtes nouveau parce que vous avez justement vu le TikTok de William sur la framboise bleue ou les ostrogoths, ben... Peut-être un autre que toi t'as fait, on le sait pas. Peut-être, mais je pense que c'est vraiment franchement. toi qui as conquis leur cœur. Mais en tout cas, on est très content de se retrouver dans vos oreilles aujourd'hui. Nous, dans le fond, on décortique des questions futiles pour vous aider dans votre small talk. Hein? C'est pas mal ça qu'on fait. C'est pas mal notre job ici, là. Pas notre vrai job, mais notre job de podcast. Hein. Ouais. Puis de quoi on va parler aujourd'hui, Will? J'en ai glissé un petit mot, là, mais peux-tu nous en dire plus? Ben oui, en fait, on va parler de Saint-Valentin, comme t'as dit. Ouais. Mais pas comme dans les sentiers battus habituels, là. T'sais, on va vraiment dans d'autres avenues, fait que partez pas tout de suite. Non, c'est ça. Puis si vous êtes célibataire, vous inquiétez pas parce que je vais commencer ça avec les pires couples de l'histoire. Oui, puis moi je vais suivre ensuite sur une symbolique de l'amour, c'est-à-dire la forme de cœur, puis ça vient d'où. Ouais, hein? Et aussi sur 3 autres symboles OK. qui ont moins rapport avec l'amour, mais je tiens ça de même Qui ont pour rapport l'instant. avec le cœur, j'imagine. T'as trouvé un lien avec, là? Il y a un certain lien avec le cœur, effectivement. Parfait. Les plus fins finaux le sauront. C'est bon. Ben, installez-vous bien confortablement parce que ça part. Ah, l'amour, hein? Cette belle affaire qui nous met des papillons dans le ventre, nous rend aveugles et nous fait perdre la tête. Je veux dire littéralement perdre la tête parce que je sais pas si tu connais l'histoire du saint que les amoureux célèbrent le 14 février. Monsieur Valentin? Oui, Monsieur Valentin, est-ce que tu connais son histoire? Absolument pas. Y a-tu perdu la tête? Y a-tu fait décapiter cet enfant-là? Écoute, pile dans le mille, là. Hey, je suis fort. Valentin, il était tellement amoureux qu'il a fini décapité un 14 février. Comme tout le monde, là, tu sais, qui est bien amoureux. Là. Ouais, tout ça parce qu'il s'opposait à une loi de l'empereur Claude II qui interdisait les mariages. Ben oui, imagine-toi donc qu'un gars dans l'histoire visiblement hétérosexuel, étant donné qu'il était tombé amoureux de la fille de son gardien de prison, militait pour qu'on puisse célébrer des mariages. On aura tout vu, hein? Mais là, Saint-Valentin, est-ce qu'il est devenu un saint par la suite ou il était déjà un saint? Là, Ben dans en fait, il est l'histoire? mort martyr, donc... Ok, c'est pour puis- ça, d'accord. Évidemment, il était pieux, là. Si je me trompe pas, c'est dans les années 500. J'ai pas noté l'année, faute à moi, hein. Mais c'est ça. Je sais. Mais vous me taperez sur les doigts. Mais c'est pourtant de lui que je veux te parler aujourd'hui. En fait, tu connais le dicton selon lequel l'amour c'est comme un pet, hein? Absolument. Non? Ben écoute, Ça passe vite puis ça pue, c'est quoi? j'aime ça. Non, si tu forces trop, c'est probablement de la merde. Ok. Ouais. Ça a l'air de joke de petit... de Roger dans le fond de la taverne, là. Ouais, ben écoute, moi, je l'ai entendu à plusieurs reprises, Voilà. celle-là, puis ben justement, c'est parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de ces hommes et de ces femmes qui avaient un sale caractère, qui s'accusaient mutuellement d'adultère et se faisaient continuellement la guerre. Fait que du monde qui aurait passé à OD aujourd'hui, là. Presque, oui. Des relations qui n'auraient jamais dû exister, puis évidemment, je parle pas de couples fictifs comme le duo Taylor Swift et Taylor Lautner dans Valentine's Day, quoique c'était plutôt malaisant. Mais ça. ils ont pas sorti ensemble pour Ils ont vrai? sorti Ben ensemble voilà. à cause de ça aussi, mais ça n'a pas duré longtemps. Bref, je veux te présenter les pires couples que l'histoire ou l'humanité ont connus. Ce segment, donc, intitulé Les pires couples de l'histoire, toute ressemblance avec le podcast Les pires moments de l'histoire de Charles Beauchesne n'est que fortuite. Même si tu as avoué ton amour dans le dernier Mais épisode. c'est ça, mon amour pour lui ne l'est pas fortuit. Charles, si t'écoutes ça, je t'aime. Il écoute pas, il est pas là. Il y a autre chose à faire que Tu le t'écouter. sais pas, tu le sais pas. Donc, la première histoire, c'est celle d'un duo criminel éphémère, mais ô combien redoutable. J'ai nommé Bonnie and Clyde. Oh yeah. Piu, piu, piu. Dans la culture populaire, leur relation est présentée comme étant idyllique, hein, parce qu'un peu à la Roméo et Juliette, ils préfèrent mourir ensemble que vivre l'un sans l'autre. Et commettre des crimes ensemble, rien de plus romantique, là. C'est ça. Non, justement, c'est fuck all l'histoire d'amour à laquelle on devrait aspirer. Et je suis très sérieuse. C'est comme le Joker puis Harley Quinn, là, tu sais, que le monde ils ont romancé. C'est exactement ça que j'ai lu dans mes sources. Mais tout le monde connaît évidemment plus ou moins l'histoire de Bonnie and Clyde, là, les vols de banque, les meurtres, les autres crimes. Aujourd'hui, je veux vous dévoiler la face cachée de cette relation toxique entre deux petits bums. Mais je suis vraiment surpris que ces criminels étaient en fait des mauvaises personnes. Oh mon Dieu! Ben, en fait, d'abord, ils vivaient pas la grosse vie, hein. Ils étaient toujours en cavale, ils mangeaient ce qu'ils pouvaient se mettre sous la dent et se lavaient lorsqu'ils croisaient une rivière ou un ruisseau.
comprenez-moi bien, là, je suis une fille plutôt simple, tu peux en témoigner, je demande jamais de cadeaux à mon chum. Hein. Je pensais que t'allais dire, je suis une fille plutôt simple, je prends pas ma douche tous les jours. Non, mais je veux dire, c'est ça, je demande jamais de cadeaux à mon chum. Crime, j'ai de la misère à prendre les compliments, là. Fait que... Ça, c'est vrai. T'es vraiment bonne en ce moment. Merci. Mais reste... Ah! Mais reste que quand je pense au prince charmant, je n'associe pas ça à une vie de SDF, mettons. Hein? Non, c'est ça. Ensuite, même si elle est morte à 23 ans, Bonnie était déjà mariée depuis 7 ans. Clyde ne semble pas avoir reçu les faire-part puisque l'heureux élu était un certain Roy Thornton. J'ai Comme... de la misère à dire ça. Il y a beaucoup de T pis de R pis de... Oui, c'est ça. C'est comme Tim Horton, mais avec plus de T. Ouais, ben c'est peut-être lui de Raymond Chabot de Grant Thornton, là, on ne sait voilà, pas. Là, je suis capable, mais quand c'est Roy Thornton, j'y arrive pas, là, la gang. Fait que disons qu'il est marié avec Raymond Chabot de Grant Thornton. Ouais, Roy Dupuis Grant Thornton. Ok. Bon, donc Roy, c'est un gars plutôt violent qui était en prison pour braquage de banque. Hein. On voit qu'elle les choisit bien, là. Mais elle a un pattern. Elle a un pattern, puis je vais y revenir, justement. Mais just saying, même si elle avait jamais revu son mari depuis sa rencontre avec Clyde, Bonnie est décédée avec son alliance au doigt. Donc non, elle n'était pas divorcée. Elle avait même un tatou de leur nom, donc le sien et celui de Roy, inscrit dans des cœurs entrelacés à l'intérieur de la cuisse. Y a-tu juste marqué Roy ou il y a le Thornton que t'es pas capable de dire aussi? Non, je pense qu'il y a juste écrit Roy. Ok. J'espère. C'est correct, Bonnie, hein, on comprend, on en fait tous des erreurs là, de se tatouer le nom de son ex, ou peut-être pas parce que, crime, on est rendu au 21e siècle, puis on sait que les relations, ça dure pas. Excusez-moi la gang, je viens d'avoir un peu la frousse. Ouais, parce que si vous le savez pas, ben... Will on puis se moi, bécote en dessous découverte. C'est ça. Mais bref, le comportement de Roy n'est pas sans rappeler celui de Clyde qui avait aussi la fâcheuse habitude de frapper Bonnie quand quelque chose ne faisait pas son affaire. Pire encore, il a convaincu la jeune fille de s'éloigner de ses proches et de limiter ses interactions, signe d'une relation plutôt abusive, hein? Plusieurs recherches sur le couple ont établi que Bonnie souffrait d'un trouble psychologique ou d'hybristophilie, un fétiche sexuel envers les hommes violents et les meurtriers, un peu comme le cas de Caroline Boone avec Ted Bundy. Bref, c'est pas l'histoire la plus joyeuse, mais t'inquiète pas, il y a pire qui s'en vient. Oh yeah! Joyeux Saint-Valentin, la gang! Ouais, là c'est au tour d'un écrivain bien connu de vivre une histoire d'amour toxique. Je parle évidemment d'Oscar Wilde. Wilde, il avait déjà vécu son lot de drames, mais c'était rien comparé à ce qu'il va vivre avec Lord Alfred Bosie Douglas. Lord Alfred, is it a man or... C'est un homme, okay, c'est un non, homme, mais oui. Je sais pas, tu sais. Oui, mais justement, les deux hommes sont rapidement devenus amants et Bosie a initié Wilde au monde des prostituées homosexuelles et de la fête en continu. Wilde n'avait jamais parlé de son homosexualité avant cette rencontre-là, et il était même marié à une femme à l'époque, il faut le savoir. C'est sûr que veux pas dans ces années-là, c'était plus difficile, veut pas être... Ben c'est ça, là. Vois-tu, le père de Bosie, je vais l'appeler Bosie parce que Lord Alfred Bosie Douglas, là, ça commence à être long. Oh. Donc, le père de Bosie, le marquis de Queensberry, il était ultra conservateur, puis il a accusé Wilde d'être homosexuel, ce qui, by the way, est illégal en Angleterre à cette époque, hein. Donc, il a aussi accusé l'écrivain d'avoir rendu son fils homosexuel, parce que c'est une maladie, visiblement. Ouais, mais tant qu'on peut pas comparer notre compréhension d'aujourd'hui avec ces années un peu arriérées, comme on a parlé dans certains épisodes. C'est ça, exactement. Puis Bosie, qui est visiblement assis entre deux chaises, pousse Wilde à poursuivre son père, Queensberry, pour diffamation. Grosse erreur, parce que le père, il y a des preuves incriminantes de l'homosexualité de Wilde, hein. On se rappelle, c'est un crime. En fait, il a trouvé des lettres enflammées entre les deux amants. Bosie a refusé de défendre son amant en témoignant, donc l'écrivain a été reconnu coupable de grossière indécence et envoyé en prison, ce qui a détruit sa vie personnelle et professionnelle, rien de moins. Ok, juste des petits éléments comme ça. Ouais. Étonnamment, malgré cette trahison, les deux hommes ont recommencé à se voir après la remise en liberté de Wilde. Par contre, la famille de Bosie s'en est rendu compte assez rapidement et a décidé de lui couper les vivres s'il ne quittait pas Wilde sur le champ, ce qui le fait sans vraiment se poser de questions. Ouais, fait que Wilde meurt peu de temps après, seul et sans le sou. Et comme Bosie n'était pas assez exécrable comme ça, il a continué de ruiner la réputation de Wilde, même après sa mort, pour se venger de l'image que l'écrivain avait donnée de lui dans sa dernière œuvre qu'il avait écrite en prison. Ah, c'est le fun. Ben, il l'a revu en plus par après, fait que ça n'a pas vraiment de sens, ouais, mais bon, c'est ça. écoute. Mais bon,
Buzzy finit par se rendre compte qu'il est un trou de pète lorsqu'il est lui-même emprisonné. Vois-tu, non seulement il avait pas les couilles de défendre celui qu'il aime, mais en plus, il était profondément raciste. Ce qui est arrivé, c'est... Ouais, c'est ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'il a impliqué Winston Churchill dans une de ses conspirations antisémites. Fait qu'il a été accusé de diffamation lui aussi, hein, ce que il avait poussé parce que Wilde Winston, franchement, pas un raciste. Ben non, c'est ça. Puis là, ben, quand il a été accusé, il a été évidemment emprisonné. Il a essayé de se repentir, de dire « Je m'excuse pour tout ce que j'ai dit sur Wilde, blablabla », mais trop peu, trop tard, comme on dit. Puis là, évidemment, ben, on pourra pas faire le classement des pires couples de l'histoire sans mentionner le roi Henri VIII et ses 6 épouses, hein. Ah oui, un bon petit jeune homme, là. Puis, by the way, mes histoires, elles vont en gradation, là. Okay, fait qu'on va vers le pire. Top 5, là, oui, c'est ça. Ok, parfait. Oui, c'est ça. J'en avais déjà parlé dans le premier épisode, mais pour remettre les gens en contexte, Henri VIII, qui est à l'origine de la religion anglicane, il voulait tellement un héritier mâle pour le trône qu'il s'est dissocié de l'Église catholique pour pouvoir annuler son mariage avec Catherine d'Aragon, sa première femme, qui refusait d'accoucher d'un garçon parce que tout le monde sait que c'est la fille qui décide du sexe de l'enfant. Ouais, puis si elle avait eu un enfant, il s'arrêtait à Moss d'Aragon, puis ça aurait été compliqué. Mais cette relation, elle était problématique dès le départ parce que Catherine était l'ex-épouse d'Arthur Tudor, le frère aîné d'Henri VIII, qui est mort à 15 ans de la suette, une genre de fièvre hémorragique. Elle était mariée avec le gars de 15 ans. Elle s'était mariée, mais elle-même, elle avait à peu près l'âge d'Arthur. Puis Henri VIII, lui, il s'est marié avec elle, je pense qu'il avait 18 ans, puis elle avait 23 ans. Il y avait comme 5 ans de différence. Puis elle était plus vieille. Mais c'est ça. Autrement dit, l'Église interdisait le mariage entre un homme et sa belle-sœur, mais celui d'Henri et Catherine a été, disons, toléré parce qu'elle a juré ne pas avoir consommé son union avec Arthur. Fait que c'est comme si ça avait jamais eu lieu. Puis on a quand même attendu quelques mois juste pour être sûr qu'elle était pas enceinte, tu sais, parce que on s'est dit on va quand même pas aller vérifier par là s'il y a eu consommation de l'union. Un petit œil qui est quand coucou! Ouais, c'est ça. En ces années-là. Catherine et Henri ont eu ensemble 6 enfants, tous morts en bas âge, sauf Marie Tudor, aussi connue sous le doux surnom de Bloody Mary. Bonne personne. Ouais, ben en même temps, tu vois son père, puis... C'est sûr que ça l'aide pas à devenir fantastique par la suite, là. Comme Catherine n'était pas capable de donner naissance à un garçon viable, hein, Henri collectionnait les relations extra-conjugales et les enfants bâtards, dont un certain Lord Fitzroy, malheureusement mort à 17 ans. Il pensait que ça pourrait peut-être être son futur héritier, mais en se débarrassant de tout le reste autour. Non, ben déjà, le fait que ce soit un enfant bâtard, ça passait pas très bien, surtout pour Bloody Mary, hein, qui, elle, se disait « va avoir accès au trône », puis ben finalement, il est mort à 17 ans. Est-ce que c'est Mary qui l'a tué? Peut-être, on ne sait pas. Parce qu'il a dit son nom 3 fois devant le miroir, puis c'est ça! Donc, Henri, il se dit que c'est pas lui le problème, hein, puisqu'il est capable d'enfanter un garçon viable, lui, même s'il est décédé adolescent. Mais il est tellement obsédé à l'idée d'avoir un héritier mâle qu'une fois la séparation avec Catherine annoncée, toute la planète se lance dans un concours de qui aura la chance d'accoucher du prochain roi. Grosso modo, là. C'est The Bachelor, mais dans ces années-là. Ah, ouais, non. Là, t'as un Sir Thomas Boleyn, qui est un diplomate anglais. Il pensait pas qu'il allait pouvoir accoucher d'Henri VIII. Non, mais attends, lui, il fait partie de ces gens-là qui veulent participer au concours. En fait, il manigance tout ce qu'il peut pour que l'une de ses 2 filles, Marie ou Anne, fasse d'Henri VIII son gendre. Tu sais, en même temps, quand t'as le roi d'Angleterre comme gendre, c'est quand même pas si pire. C'est pas pire, tu sais, ça fait des beaux cadeaux de Noël. Son stratagème réussit puisque Marie devient la maîtresse du roi, mais ça dure pas très longtemps. Henri s'ennuyait avec Marie qu'il trouvait trop docile. Visiblement, il aime pas ça se faire respecter, en tout cas pas sous la couette. Il se tourne donc vers la sœur de Mary, Anne, qui ne veut rien savoir d'être sa maîtresse, puisque sur papier, il est encore techniquement marié avec Catherine, même si ils ne vivent plus ensemble. Le divorce finit par être prononcé, puis Anne, ben, a fini par donner naissance à la future Élisabeth Ier, avant de multiplier les fausses couches pendant qu'Henri retourne batifoler à droite et à gauche. Quand même, Élisabeth mieux que Bloody Mary, là. Ouais. Tant qu'à choisir. Ouais, ben attends, là, le roi, il finit par en perdre la tête, il fait emprisonner Anne pour une fausse histoire d'inceste avec son frère, et il exige la décapitation de ses supposés amants avant de lui trancher la tête à elle aussi le surlendemain. Ah, mais de quoi de sympathique, là, comme ça, oui. Mais soyons clairs, Thomas Boleyn, il n'y a plus de filles à donner à Henri VIII, là. Parce qu'il y en a une de décapitée, puis il n'y a plus le goût de donner l'autre. Ben non, mais c'est parce que l'autre était trop plate, elle était trop docile. Ah, c'est ça. Elle obéissait trop.
Il aimait pas ça, lui. Fait que c'est mis une perruque puis il est parti, là. Fait que, le concours est relancé, là, basically, et c'est la famille Seymour, cette fois-ci, qui gagne le podium, là, si on veut. Bon, ils partaient déjà avec une longueur d'avance, puisque leur fille Jeanne était dame d'honneur de la cour de Catherine et d'Anne, donc de Catherine d'Aragon, sa première femme, et Anne, sa deuxième. Et Henri, il a pas eu à chercher très loin, hein. Ils se sont mariés une dizaine de jours après la décapitation d'Anne. Non, mais tu sais, quand t'es dans le mood, là. Ouais, c'est ça. Mais l'union et le règne de Jeanne en tant que reine ne seront officialisés que lorsqu'elle lui aura donné un héritier mâle. Hein. C'est comme une admission conditionnelle au trône, si tu veux. Heureusement, ça ne prend pas trop de temps, puisqu'un an et demi plus tard, elle donne naissance au futur roi Édouard VI. Enfin, un bébé avec une quéquette! Jeanne décède 12 jours après l'accouchement d'une fièvre postpartum. Ça attriste profondément Henri, qui la considère comme la seule vraie femme. Oui, parce qu'il y en a eu genre 50 autres avec genre 8 bébés, mais les autres comptaient pas, tu sais. L'histoire veut qu'il a porté les habits de deuil pendant près de 3 mois pour Jeanne, et 3 ans plus tard, plus ou moins remis de son deuil, Henri se remet à chercher une femme pour se remarier. Mais sa réputation commence à être faite auprès des princesses du monde. C'est sûr. Christine de Danemark aurait même dit... Si j'avais 2 têtes, j'en aurais volontiers risqué une auprès du roi d'Angleterre. Tu vois l'ironie? Bref, Henri finit par épouser Anne de Cleves après avoir vu un portrait d'elle, sauf que, petit problème, elle ne parlait qu'allemand, ce qui peut expliquer pourquoi elle était pas vraiment au courant de la réputation du roi, hein? Mais ça n'empêche pas Henri de demander le divorce 6 mois plus tard, parce que Chris, ils se comprennent pas. Maintenant, ça l'aide pas beaucoup à la communication. C'est ça. Puis là, Anne a fini par comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé avec les anciennes femmes parce que elle veut pas connaître le même sort qu'Anne Boleyn. Donc, elle accepte le divorce sans dire un mot, là. Évidemment, il négocie quelques trucs. Elle a peut-être dit un mot en allemand, mais il l'a pas compris. Ah, peut-être, là. Elle a dit « Nein !» Surprenamment, le couple reste bons amis et Henri l'appelle même sa sœur bien-aimée. Elle finit donc pas décapitée, contrairement au ministre du roi qui le lui avait présenté. Faut bien que quelqu'un paye de sa tête ici, hein. Mais là, c'est parce que sinon, ça manque de violence. Mais c'est plate! Peu de temps après, alors qu'il a 48 ans, est obèse et souffre d'ostéomyélite et de diabète, Henri rencontre Catherine Howard, la cousine d'Anne Boleyn. J'aime ça, il y a beaucoup de noms différents dans cette histoire-là, c'est facile à suivre. C'est ça, c'est pas fini, attends. On est juste à la 5e, hein? Donc, il rencontre Catherine Howard, la cousine d'Anne Boleyn, qui lui tombe dans l'œil. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'à 19 ans, Catherine ne compte plus ses vices. Elle est dépensière et collectionne les amants, ce qui parvient rapidement aux oreilles du roi. Et fidèle à son habitude, Henri VIII les fait décapiter, elle, 2 de ses amants et sa chaperonne, qui est soit dit en passant l'ex-belle-sœur du roi, soit la femme de George Boleyn, le frère d'Anne, avec qui elle aurait eu de l'inceste. Oublie ça, tu m'as perdu sur celui-là, là, mais regardez, il est mort et décapité, un de plus, un de moins. Non, mais c'est juste que la chaperonne de Catherine, c'était l'ex-belle-sœur du roi. Qui était, c'était la femme du frère d'Anne Boleyn. Oh, ok, c'est bon. Grosso modo. Bref, on s'entend qu'après 5 mariages, Henri avait déjà 3 héritiers potentiels, hein, Marie Bloody Mary, Élisabeth Ier et Édouard VI, qui étaient tous encore en vie, surprenamment. Et qui ont tous été rois et reines. Oui, exactement. Ça, on pourra en revenir dans un autre épisode parce que ça va être très long, là, sinon. Mais qu'est-ce que tu veux? De la bonne chair, ça se refuse pas pour un vieux roi bedonnant. Hein? Et comme on dit, jamais 203, donc une autre Catherine entre dans le portrait en 1543. Catherine part. Sa particularité, à l'âge de 30 ans, Catherine est déjà 2 fois veuve de mari très malade. Donc, c'est pas elle qui les aurait tués. C'est ça, c'est pas elle qui les aurait tués. Mais bref, c'est un bon parti pour le roi qui n'est lui aussi pas en très grande forme. Hein? Et en plus, elle lui permet de renouer avec ses filles Marie et Élisabeth parce qu'elle s'entend très bien avec elle. Puis c'est tant mieux parce qu'elles lui succéderont au trône comme tu l'as dit. Pour une fois, il semble y avoir du positif, sauf que 4 ans plus tard, en 1547, Henri meurt et Catherine se remarie avec nul autre que Thomas Seymour, le frère de Jeanne Seymour, elle-même la 3e femme d'Henri VIII. Fait qu'autrement dit, Catherine, son 4e époux, c'est le frère de la 3e femme de son 3e époux. Je sais que je t'ai encore perdu, mais tu comprends-tu à quel point c'est fucked up?
parlais pas pour essayer de suivre, j'ai réussi quand même pas pire. Je trouve que t'as essayé de me mêler plus en disant plus de chiffres pour rien, mais je suis arrivé, mais c'est quand même weird, effectivement. C'est quand même très weird. On vous mettra un petit schéma là sur Instagram parce que vous allez voir que c'est ça. C'est très incestueux, la cour royale britannique à cette époque-là. Je te dirais que la cour royale, pas mal dans toute son histoire. Ouais. En tout cas, ironie du sort, Catherine donne naissance à une fille et meurt peu de temps après d'une fièvre postpartum comme Jeanne. Tout est dans tout, hein? Ouais. Tout ça pour dire qu'on se souvient aujourd'hui d'Henri VIII davantage pour ses nombreux mariages et le sort réservé à ses épouses que pour son règne. Bref, si la masculinité toxique avait un dieu, ce serait certainement le roi anglican. Oh. Celui qui a d'ailleurs créé une nouvelle religion. Je dis ça de même. On se transporte maintenant au Mexique au début du 20e siècle, donc une histoire un petit peu plus récente. Tout oppose les artistes peintres Frida Kahlo et Diego Rivera. Elle est jeune, lui vieux, elle est petite, lui immense, elle est svelte, lui presque obèse, elle a un monosourcil, lui il y en a presque pas. Bref. Y a-tu vraiment des très très petits sourcils? Moi j'imagine genre les sourcils comme en 2010. Encore une fois, on vous mettra des photos sur Instagram, mais je les ai cherchées longtemps, mettons. Je me sens très méchante de dire ça, mais c'est quand même la stricte vérité. Avant de se rencontrer, la vie en a fait voir de toutes les couleurs à Frida. Je veux vraiment revenir là-dessus parce que ça n'a pas de bon sens. Là, je pensais que c'était juste pour dire parce que ses peintures sont très colorées. Tu vas voir. Très jeune, on lui diagnostique la polio, qui a pour conséquence d'atrophier sa jambe droite. En 1925, à 18 ans, alors qu'elle est dans l'autobus pour rentrer de l'école, un tramway percute le bus qui explose, faisant plusieurs morts. Frida ne meurt pas, mais elle a la colonne vertébrale complètement brisée, l'épaule disloquée, la jambe droite en 1000 morceaux, le pied écrasé et le bassin transpercé par une barre de fer. Et oui, elle tenait encore debout après. Mettons qu'avec ça et son monosourcil, elle a pas grand-chose pour elle, la fille. Oh, franchement. Mais c'est vrai. Non, mais chanceuse, disons ça. Ouais, ben elle est évidemment hospitalisée de longs mois, hein, au cours desquels elle se met à peindre histoire de passer le temps parce qu'au départ, elle voulait devenir médecin. On lui installe un miroir au-dessus de son lit, non pas pour des vices sexuels bizarres, mais pour qu'elle puisse voir son reflet et ainsi faire des autoportraits pour lesquels elle est aujourd'hui reconnue. Ah, ben. C'est ça, on vous mettra aussi des images des peintures, vous allez certainement la reconnaître. Ça va être chargé cette semaine. Ouais, ça va être chargé. En 1928, elle s'inscrit au Parti communiste mexicain où elle fait la rencontre de Diego Rivera, un peintre surdoué de 21 ans, son aîné. Pas gênée, Frida demande à Diego ce qu'il pense de ses œuvres. Rivera tombe amoureux de ses peintures et de l'artiste. Le couple se marie quelques mois plus tard. Et c'est là que les choses s'enveniment. Rivera est infidèle et Frida, elle rétorque en multipliant les relations extra-conjugales, autant avec des hommes que des femmes. Fait que maintenant, elle utilise peut-être son miroir pour autre chose. Peut-être, mais en tout cas, ça donne des impressions de couple en union libre, libertin, mais c'est pas du tout ça. Elle batifole même avec le révolutionnaire russe Léon Trotsky et la femme du poète André Breton. Donc bon, écoute... Trotsky, ça va, Breton... C'est un poète quand même assez reconnu, mais bon. OK. Ben, pas nécessairement de moi, mais je veux dire à l'époque. Le couple déménage à San Francisco pour le travail. En raison de son état de santé, par contre, Frida fait 2 fausses couches en 1930 et en 1932. Elle a une barre de fer dans le bassin, là, fait que c'est difficile d'accueillir un enfant. Pour rajouter à son malheur, peu de temps après, elle découvre que son mari la trompe avec nul autre que sa sœur, Christina. Ah, je pensais que ça allait être Trotsky encore, j'aurais aimé ça. Non! Mais attends, ça s'en vient Trotsky. Elle quitte donc Rivera et rentre au Mexique, se promettant de retourner auprès de lui seulement quand la relation entre Diego et Christina sera terminée. C'est une manière de voir les choses comme une autre, hein? Ben écoute, ils sont ouverts d'esprit. Ouais, heureusement pour elle, I guess, ça arrive en 1935, donc Christina et Diego ne sont plus ensemble. Mais la seconde lune de miel ne durera pas si longtemps puisque le couple divorce en 1938, donc 3 ans plus tard. Quelle surprise. Ouais, puis là, tu crois que c'est fini, mais loin de là. Trotsky, l'ex-amant de Frida, il est assassiné en 1940, puis on soupçonne entre autres Diego pour cause de jalousie, évidemment. Ah, il y avait pas juste lui qui aurait voulu tuer Trotsky, je pense. Je dis ça de même, là. Peut-être. Bref, Frida est également interrogée, hein, comme elle a été sa maîtresse. Donc, elle recroise Rivera dans les interrogatoires, puis les enquêtes policières, etc. Hey, toi aussi, t'es accusé! Yes! High five! Ouais. Il retombe follement amoureux et se remarie. Ben oui. Diego promettant évidemment de ne plus jamais tromper Frida, là, c'était la condition du mariage. Yeah, right.
Le bonheur est encore une fois de courte durée, mais pas pour les mêmes raisons. Pas parce que Rivera est infidèle, en tout cas l'histoire le dit pas. Pas un autre accident de train. Non, mais l'état de santé de Frida se détériore au point où elle doit porter un corset de fer, subir de multiples opérations et se faire amputer de la jambe droite, celle qui était déjà atrophiée par la polio. En 1953, après 6 interventions, elle peut recommencer à peindre, mais seulement couchée. Donc le miroir, il a dû lui servir en sapristi. Elle meurt en 1954, avouant que les 4 dernières années de sa vie ont été un véritable calvaire. Et pour preuve, dans son journal, elle écrit « J'ai toujours envie de me suicider. Seul Diego m'en empêche. » Ok, fait que... Cool. Ben parce qu'il disait qu'il tenait à elle, puis qu'elle allait lui manquer. Je sais pas à quel point c'est une bonne chose qu'il... En tout cas. Ouais, en tout cas. Tout ça pour dire qu'elle refuse aussi d'être enterrée, question de ne pas passer l'éternité couchée, parce que Chris, elle a passé toute sa vie couchée puis elle est tannée. Puis c'est vrai, là, ce que je viens de dire. De son côté, Diego est atteint d'un cancer du pénis et lui survit 3 ans avant de succomber à une crise cardiaque. Voilà. Fait que, le cancer du pénis, c'était juste parce que ça te faisait rire. Ouais, à peine. Ok. Mais je me suis dit, est-ce qu'il l'a attrapé de elle ou de quelqu'un d'autre? Ça s'attrape pas, le cancer! Ben, je sais pas, c'est peut-être une nouvelle maladie une nouvelle maladie d'il y a 100 ans. Non, mais une nouvelle maladie transmissible sexuellement. Franchement. Last but not least, on arrive au gagnant de, selon moi, le pire couple de l'histoire. Hein? And the winner is... And the winner is... As-tu déjà entendu parler de Lord Byron et Lady Caroline Lamb? J'ai déjà entendu leur nom, mais je pourrais absolument pas te dire qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie. Ok, ben Lord Byron, c'était un poète britannique du 18e, 19e siècle. Caroline Lamb, c'était aussi une femme de lettres de cette époque, mais elle est surtout connue pour avoir été la maîtresse de Byron et la première crazy ex-girlfriend que l'histoire est connue. Oh yeah! Ouais. Si tu me crois pas, là, dès les premières lignes d'un article que j'ai lu, elle est décrite comme étant déséquilibrée, obsédée, harceleuse et encline à envoyer des mèches de poils pubiens ensanglantées comme cadeau romantique. On va y venir, mais pour comprendre, il faut retourner profondément dans son enfance. Please, hey, ça, je veux du détail. Là. Oui. Fruit d'un mariage malheureux, Caroline a clairement manqué d'amour au point de développer des troubles du comportement. Elle était tellement hors de contrôle que sa famille a tenté de l'envoyer en pension et de la soigner avec du laudanum, un genre de mélange d'opium, d'alcool à 30 degrés et de safran qui rend quiconque complètement addict. Un beau mélange, toi, là. Ouais, écoute, ça doit être tout un trip. Ben, au moins, ça vaut cher avec le safran. Ouais, mais ça a pas fonctionné sur Caroline, probablement parce que droguer ses enfants, c'était pas recommandé dans aucun guide parental, ben ni voilà. d'aujourd'hui, ni de l'époque. Bref, on finit par l'amener chez un médecin qui lui prescrit d'arrêter l'école parce que ça semblait être un environnement trop stressant pour elle. Pas la drogue, c'est l'école. Faut Ouais, arrêter. non. Okay, ben Tu sais, oui. ça, des bonbons à volonté, puis avoir le meilleur score du quartier au ballon poire, c'est pas mal le rêve de tous les enfants, on s'entend. Elle a donc longtemps été analphabète, vu qu'elle n'est pas allée à l'école, avant de se découvrir une passion pour l'écriture et éventuellement les poètes. Mais pas tout de suite pour la passion pour les poètes, puisqu'à 20 ans, elle épouse William Lamb, futur premier ministre britannique, et homme très doux et gentil. Là, tu dois te dire, bon, ben, elle a fini par avoir un happy ending, hein? Non. La relation sexuelle qu'ils ont lors de leur nuit de noces traumatise tellement Caroline qu'elle promet de ne plus jamais faire l'amour. Elle croit avoir commis le péché ultime, elle qui est très pieuse. Surtout que 7 mois plus tard, elle va donner naissance à une petite fille morte-née, donc là, c'est le comble de la dépression, là. Elle tombe vraiment dans une profonde dépression et se convainc que ses pulsions sexuelles sont juste mauvaises. Mais ça l'empêche pas, quelques temps plus tard, de donner naissance à bébé Auguste, qui, lui, est né avec de graves difficultés d'apprentissage. On demande d'où il tient ça. Tu comprends donc que ce n'est pas trop la joie dans la famille Lamb, hein? Caroline menace d'ailleurs souvent William d'aller voir ailleurs pour trouver le bonheur. William, ben, il croit pas pour 2 scènes en se disant que Caroline, first, est trop pieuse pour commettre l'adultère, mais en plus, elle ne veut pas coucher avec son mari, fait que pourquoi elle voudrait aller coucher avec un autre? J'avoue que c'est un bon argument. Cette réaction fâche tellement Caroline qu'elle décide de lui montrer de quel bois elle se chauffe. Donc, En chauffant un autre bout de bois. Tu te rappelles que je t'ai dit qu'elle se découvre une passion pour l'écriture et les poètes, hein? Ben, c'est lorsqu'elle tombe sur un poème de Lord Byron qu'elle devient complètement obsédée par lui. Le problème, c'est qu'elle aurait pu choisir un meilleur parti parce que, oui, Byron y était reconnu pour ses poèmes, mais aussi pour être alcoolique, fêtard, coureur de jupons et endetté jusqu'au cou.
Un bon choix. Ouais, malgré tous ces red flags dont elle a pleinement conscience, Caroline est convaincue que Byron est sa destinée. L'emprise de sa terreur sexuelle disparaît, mais mettons qu'elle n'a pas inspiré la chanson Femme libérée de Cookie Dingler parce que ça laisse place à une obsession maladie. Cookie Dingler, ça a pas l'air d'un vrai nom de band. Non, mais c'est quand même eux qui ont chanté Être une femme libérée. Non, mais pas besoin de chanter. Je veux juste dire que Cookie Dingler, c'est vraiment ridicule comme nom de band. Tu voulais pas m'entendre chanter parce que tu trouves que j'ai pas de talent en chant, hein, à vous? Un peu que, mettons, le rythme, c'est pas ta force. Au pire, on vous en mettra un petit extrait. Non, c'est... Ah, de la vraie tune, pas de toi. Oui! On va couper la section pour te remettre toi qui chantes en disant oui, non, je suis capable, ok? Moi au karaoké. Tu veux un exemple de son obsession maladive, peut-être? Oui. Ouais, ben lorsqu'elle voyait Byron parler avec une autre femme, elle cassait automatiquement le verre qu'elle avait dans les mains avec l'unique force de ses phalanges. Déjà là, ça dénote une certaine jalousie. Comme Leonardo DiCaprio dans Django, dans le fond. Exactement. Tu comprends que c'est aussi à Byron qu'elle a envoyé une mèche de ses poils pubiens avec une simple note disant « Je les ai coupés trop près et j'ai saigné plus que nécessaire. » Ok, j'étais comme, il n'y a pas de sang finalement, mais ok, j'aime ça que finalement, c'est un peu peut-être qu'elle s'excuse en fait, elle dit de base, je voulais juste le poil, là il y a du sang, mais là j'étais pas pour le cleaner pis tout là. J'ai saigné plus que nécessaire, ça veut dire qu'elle était censée saigner, mais juste un petit peu. Ben, ça dépend, peut-être qu'elle avait pas une lame très bien aiguisée, fait qu'elle saignait tout le temps, tu sais, je sais pas. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette histoire. J'ai pas trouvé d'autres informations ailleurs. Mais c'est fantastique. Mais bref, Byron, il finit par se rendre compte que Caroline est complètement timbrée, hein. Mais au lieu de lui sortir une excuse du genre « c'est pas toi, c'est moi », il s'est enfui comme un gros lâche. Caroline a donc sombré une fois de plus dans une profonde dépression, refusait de manger et s'est réfugiée dans les bras de son mari, William Lem, parce que oui, elle est encore mariée. Fait que dans le fond, c'est pas la ex-girlfriend qui était folle pendant ben, aussi. C'est l'ex-amante folle, grosso modo. Mais on lui attribue le titre vraiment de première ex-girlfriend, crazy ex-girlfriend. Mm-hmm. Donc, elle se réfugie dans les bras de son mari avant de s'enfuir en Irlande. C'est évidemment à ce moment-là que Byron réalise sa grave erreur et écrit une lettre passionnelle à Caroline. Mais en même temps, il essaye de se fiancer avec une autre femme et couche de temps en temps avec une troisième en parallèle. Fait que je pense pas qu'il a vraiment réalisé son erreur. Ben, il l'a réalisé un peu. Il n'avait besoin encore, tu sais. Ouais, sauf que la flamme sera pas ravivée très longtemps parce qu'il lui envoie une note peu de temps après disant... J'en aime une autre, je ne suis plus votre amant. C'est tout. Je ne suis plus votre amant. Oui, parce qu'ils vous voyaient dans le temps, c'était pas romantique. Faut être poli avec ses amants, tu sais. Ouais. Donc, Caroline, elle oscille entre les épisodes dépressifs et maniaques, hein, pourquoi pas. Ça met de la vie. Elle s'automutile et prend l'étrange habitude de recruter des jeunes filles du village pour les habiller en blanc et les faire se donner en spectacle pendant qu'elle brûle un portrait de Byron ou les cadeaux qu'il lui a offerts. Si, ouais, c'est pas rien, c'est. Puis après, elle renvoie les petites filles, là, elle fait rien d'autre avec, là. Mais en tout cas, c'est bizarre, va comprendre. En 1816... Ça a l'air genre d'une scène de Midsommar, genre. Ah, en tout cas... En 1816, elle écrit un roman fictif, vous voyez pas là, mais j'ai mis des guillemets, qui retrace son histoire avec Byron, ce qui détruit son mari, William Lem, qui voit l'adultère de sa femme exposé au grand jour. On se rappelle qu'il veut devenir premier ministre de Grande-Bretagne, et il va le devenir 15 ans plus tard. Mais j'adore, c'est comme le livre La femme qui aimait trop, là, avec l'ex d'Éric Lapointe, puis Billy Spade. C'est exactement ça. Je cherchais le nom. Mais crois-le ou non, les choses sont à veille de s'empirer parce que Byron demande en mariage Anne-Isabella. Là, tu te dis, c'est qui ça? C'est la cousine de Caroline. Ah, ben oui, c'est sûr qu'elle va bien le prendre. Ouais, qui accouche d'une fille peu de temps après. Byron meurt en 1824 et un de ses proches amis publie Souvenirs de Byron, dans lequel le poète aurait dit que Caroline n'était qu'un trophée de plus sur sa liste de personnes avec qui il a couché. Hein. Fait que ça a valu la peine. Hein? Ouais, puis que c'était une terrible épouse. Cool. Fait que ça a peut-être pas tant valu la peine finalement. Tombée de plus en plus bas, Caroline revient à Londres, retour à la case départ. On tente de soigner sa folie avec du laudanum, hein, le mélange d'opium, d'alcool et de safran. À ça, tu sais, ça marchait. Mais rien n'y fait. Elle meurt en 1828, donc 4 ans plus tard, à l'âge de 42 ans. Et voilà ce qui conclut les pires couples de l'histoire. Charles Beauchesne, je t'aime toujours. Il t'écoute pas plus? T'écoutais pas au début? Il est pas arrivé juste au milieu de l'épisode? Il a parlé d'Henri VIII, mais je pense pas qu'il a parlé des autres. Peut-être que ça va l'avoir inspiré. Peut-être. Puis il va dire « Hélène, je t'aime » dans la prochaine saison. Clairement, c'est sûr. Please do. Vivons dans le mensonge.
Donc, c'est ça pour ta partie? Oui! Cool! Ben, pas cool la fin de ta partie, mais Non. genre, c'était vraiment cool. Moi, je reste avec l'image du poil plus bien en sang. Mais donc, maintenant que tu as parlé d'un sujet qui est un peu relié à la Saint-Valentin, c'est-à-dire Oui. des couples, moi, j'ai en tête un autre sujet qui est relié à la Saint-Valentin, parce que qui dit Saint-Valentin dit chocolat et petit bébé frisé qui tire à l'arc, Oui. mais ces deux images-là seraient pas complètes sans une forme en particulière. La J'imagine- forme de cœur. La forme de cœur, parce que je suis pas mal sûr si je t'offrirais une Kit Kat ordinaire à Saint-Valentin, tu serais pas mal moins contente que si t'as un gros cœur en chocolat, tu sais. Ah, c'est très mal me connaître. Une Kit Kat, ça se prend toujours bien. Moi, imagine une Kit Kat en forme de cœur. Ouais, une Kit Kat en forme de cœur, mais une boîte de chocolat en forme de cœur, genre, c'est jamais des très bons chocolats. Ben- Versus une Kit Kat, c'est toujours une valeur sûre. Dis de même. Mais, tu sais, sinon, on peut toujours se rappeler de Cupidon, qui, sans cœur attiré, serait seulement un mauvais vilain dans la série Arrow. Cette référence n'est pas pour moi, mais ça me fait quand même rire. Ouais, il y a vraiment un personnage qui s'appelle comme ça, puis Cool. qui est aussi une crazy ex-girlfriend. Donc, Ah. voilà. Super. La forme de cœur, comment tu décrirais ça, Hélène? Ben, c'est comme. C'est pas notre cœur, le symbole, là. Ouais, c'est ça, mais c'est comme un triangle avec 2 demi-cercles par-dessus. là. C'est ça. Moi, je décrirais ça genre comme une genre de feuille de trèfle ou bien une paire de fesses avec un bout de pointu. Pour revenir un petit peu sur ton idée de trèfle, un genre de pic inversé, mais ben, de symbole de pic. Sans là. le petit... Sans le petit chemu, Ouais. le petit pied. Là. On dirait que t'essayes de m'amener vers l'autre sujet tout de suite. Chut! J'ai rien dit. Mais tout ça pour dire que pourquoi cette forme-là? Parce que je sais pas si toi aussi tu as le plaisir de disséquer un cœur dans ton cours de sciences en secondaire 3, Ouais. mais ça n'a pas vraiment l'air de tout ça, un cœur. Tu sais, notre petit dessin manque clairement d'artères puis de grosses veines bleues. Là. Ouais, effectivement. Donc, c'est quoi l'origine de ce symbole-là, puis comment est-ce qu'il est devenu le symbole de l'amour en soi? En fait, il y a plusieurs théories à ce sujet-là. Fait on va commencer par la plus vieille Ouais. dans l'histoire, même si c'est pas nécessairement la meilleure ou la plus officielle, parce qu'il y a plein de gens qui ont des idées différentes à ce sujet-là. Donc, selon la première théorie, le symbole proviendrait de la forme de la feuille de lierre, aussi appelée le lierre grimpant, souvent représenté en Grèce antique avec la vigne sur des vases et autres poteries. Ouais, ok, ouais. C'est comme les Oui, murs, oui, je là, vois, tu sais, un ouais, peu de vigne. Pendant l'Antiquité, c'est une plante accusée de ruiner les cimetières et étouffer les arbres, mais c'était aussi une plante avec des propriétés médicinales. Ok. L'aspect qui en faisait une nuisance... C'est une plante médicinale, donc ça sauve des vies, mais ça encombre les cimetières. C'est très paradoxal, ça. Exactement. Ben oui, parce que dans le fond, c'est juste qu'elle se propage énormément. Ouais. L'aspect qui fait que c'est une nuisance l'aura aussi transformé plus tard en symbole de l'amour, c'est le fait que, contrairement aux personnes sous les pierres tombales, il s'agit d'une plante qui est un symbole de longévité. Ah, ok, je comprends. Quoi de plus romantique qu'un amour constant qui va durer à travers les années? Oui, ou juste C'est le la temps de la longévité. pandémie. Plus, franchement. Mais tu sais, comme même après la mort sur la pierre tombale. Le lierre qui embrasse les arbres est aussi adopté comme un symbole d'amitié. Il s'agit d'une plante sacrée respectée par des druides pour qui il s'agit d'un symbole de force vitale et d'énergie. Mhm. Dans les mariages druidiques, donc quand un druide faisait une cérémonie de mariage, Ouais, c'est pas lui qui se pariait, là. Il Non. faisait le prêtre. il faisait le prêtre, mais c'était pas un prêtre, c'était un druide. Ouais. Fait que le druidique. Ouais. On reliait parfois les poignets des mariés avec une liane de lierre dans le but de renforcer leur amour. Oh. C'est donc sans surprise que le lierre était aussi à cette époque associé à Dionysos, le dieu du vin et des coquineries. Donc, C'est-tu vraiment coquinerie ou c'est toi qui c'est moi qui ai rajouté, Ok. le métier Dionysos, là, Oui. un peu l'excès et Le dieu des 5 à 8, là. le dieu des 5 à 8, ben oui, qu'on avait déjà Exactement. parlé. Donc, à ce moment-là, ben, le lierre, ben, il se retrouve, comme j'ai dit, dans différentes illustrations de l'époque, souvent dans des dessins plus simplifiés, qui ressemblent à la forme du cœur qu'on connaît aujourd'hui. Ok. Donc, c'est un symbole d'amour et qui avait des feuilles qui ressemblaient un peu à ça. L'origine du symbole qu'on connaît aujourd'hui pourrait aussi provenir d'une autre plante médicinale appelée le sylphion, qui était aussi utilisé dans l'Antiquité. Et, On dirait un médicament pour guérir la syphilis. ben, c'était médicinal, mais c'était pas pour guérir la syphilis, mais c'était utilisé comme moyen contraceptif. Ah, ok. Donc, je ne sais trop comment, parce que c'est une plante qui est devenue très rare au 2e siècle et qui a complètement disparu au 5e siècle. Fait qu'il y avait des contraceptifs avant les années 40. Il essayait. On ne sait pas si ça marchait vraiment. Puis, il y a une théorie par rapport à ça, mais en soi, ça n'existe plus depuis genre 16 siècles. Fait que Ouais. ces feuilles pourraient avoir n'importe quelle forme, puis on ne saurait pas vraiment. T'sais, ça pourrait avoir la forme exacte de la face de Jean Héroldi, puis on ne sait pas. Peu probable, mais on ne sait pas. On peut pas le savoir. C'est effectivement peu probable, mais oui, comme on connaît personne qui a vécu au 2e siècle,
ça va être difficile de Ça va savoir, être- puis on n'a pas de témoins visuels. C'est ça. Puis les de dessins films. sont pas très clairs. Fait que cette théorie-là, je la comprends pas trop, mais elle était là. Donc, contraceptif, des gens qui faisaient crac-crac, je sais pas. Je fais des liens de l'amour. Peut-être pour ça qu'on On dit voyait que c'est aussi le lien. bien que quand les Sims, ils faisaient crac-crac. On voit aussi bien la feuille que dans les Sims. L'origine pourrait aussi provenir d'illustrations des feuilles de figuier faites par la civilisation arapéenne, qui en fait est une civilisation qui vivait dans la vallée de l'Indus, genre une partie du Pakistan, l'Afghanistan puis de l'Inde. Là. Je savais pas qu'il y a une civilisation là qui a duré quand même plusieurs siècles, mais eux aussi, ils ont disparu il y a 3900 ans, fait qu'au final, c'est un peu dur de leur demander, puis c'est vous autres qui avez inventé le cœur. Ben, je savais pas ça, puis je savais pas que la forme de cœur, il y avait une théorie selon laquelle ça provient, ou en tout cas, ça aurait un lien avec le figuier, étant donné que j'ai parlé de la sexualité du figuier dans un précédent épisode, là, donc. Les feuilles du figuier, qui étaient aussi utilisées pour cacher les parties Oui. de Adam et Ève. Exactement, oui, comme je l'ai Mais dit. si on se rappelle cette image-là, ça n'a absolument pas rapport avec la forme d'un cœur non plus. Fait qu'une autre théorie que je Non, comprends mais pas trop. c'est lié à l'amour entre Adam et Ève. C'est ça. Fait que peut-être que ça allait T'sais- évoluer vers ça, puis on a simplifié le dessin. Tu sais, oui, je comprends qu'on a des petites obsessions, mais on n'est pas obligé de trouver des liens avec tout. Hein. Non, mais je veux dire, la feuille, elle ressemble vraiment pas à ça. Fait que pourquoi il l'aurait dessiné de même? Mais c'était trop compliqué de faire une feuille comme une feuille d'érable. Peut-être que les Arapéens étaient pas très bons en dessin, mais qui suis-je pour juger les talents artistiques d'un peuple disparu? Oh, ça, c'est vrai. Donc- Pour juger les talents artistiques tout court, je dirais. Donc, dans tous les cas, on s'entend pour dire que ça s'agirait d'une feuille de plante, que ce soit un de ces trois-là à la base, puis pour avoir une incidence sur le fait que ça allait évoluer vers le symbole de l'amour parce que c'était des plantes qui étaient un peu reliées à l'amour, puis on les dessinait un peu dans cette forme-là. Par contre, l'apparition du symbole comme représentation du cœur est plutôt apparue au Moyen-Âge, donc vraiment plus tard que l'Antiquité. OK. Plus précisément dans les années 1250, dans un roman français nommé Le Roman de la Poire, écrit par un certain Thibaut, parce que même il y a 800 ans, les prénoms français étaient déjà les Décollissant. C'est ça, très très français, disons. Merci, maman, de ne pas m'avoir appelé Clotilde. Constance, Clotilde ou Garance. Donc, sur une illustration de ce livre, on voit un homme donner littéralement son cœur à une demoiselle. L'affaire, par contre, c'est que c'est fuck all d'une forme de cœur telle qu'on la connaît aujourd'hui. Premièrement, c'est beige. Ouais. Et ça a le plus comme la forme d'une poire. Sauf que le gars, la façon qu'il tient, mettons la poire, il la tient comme du bas, puis il a son pouce devant. OK. Fait que ça fait comme un peu le creux du cœur. Mais moi, j'appelle ça un peu une arnaque. C'est pas en forme de cœur. Ouais, C'est mais juste en que- même temps, si tu prends juste une poire inversée avec des fesses, Ouais, mais ça après- fait la forme du cœur. Ouais, mais là, elle a pas de fesses, c'est juste qu'il a son pouce. Fait que là, il y en a qui disent, ben c'est la première illustration en forme de cœur. Non, c'était pas l'objectif. C'était juste. Hey, t'étais pas là. Mais moi, je critique les historiens. Bon. Je critique tout le monde aujourd'hui. Bonne Saint-Valentin. Le peintre Giotto a par la suite peint en 1305 la chapelle des Scrovegni, sur laquelle est faite une murale dans laquelle on voit une femme qui représente la charité qui donne un cœur à un tout petit mini Jésus qu'on va mettre aussi sur Instagram. Mais juste, elle est vraiment très grande puis il y a un tout petit Jésus. Fait que ça me fait rire, il est comme dans le coin, puis il essaie d'attraper le cœur avec sa toute petite main. Mais bon, elle essaie de donner ça à tout mini Jésus. Puis ce cœur, ben, il a déjà un peu plus de bon sens que la poire de l'autre. Ouais. Parce qu'il y a une artère de dessinée, mais elle tient quand même à l'envers, puis il y a comme un bout pointu vers le haut. OK. Mais tu sais, on s'entend le cœur, c'est un peu pointu. Tu sais, pointu. Ouais. C'est plus. C'est moins large vers le bas. C'est un peu conique, là. Parce que, à la base, exactement, ben, t'as mis le doigt dessus. Ah Parce ben. que un élément à considérer de l'époque, c'est que les peintres, ben, ça dissèque pas ben des corps dans la vie. Non, effectivement. Et tant mieux, Je te dirais oui. Donc, Oh non, c'est correct, ce cadavre-là, c'est juste m'amuse. c'est ça. C'est juste pour vraiment mieux peinturer la Oui. gang. Fait qu'ils doivent se fier, non à leur cours de secondaire 3, mais à des écrits scientifiques de l'époque qui décrivaient le cœur comme un organe avec la forme d'une cocotte de pain, ou appelé ça un cône, donc avec des cavités. Pas surprenant que les... Ben, la cocotte, ça a quand même pas mal de comme vers cavités. mais comme trop de cavités pour dire comme les artères et Ok, l'aorte, ok, etc. je comprends. Mais vers le haut, tu sais, dans la description.
Donc, c'est pas surprenant que les représentations soient pas idéales à ce moment-là. Ouais, quand effectivement. tu te fies à l'écrit de quelqu'un. Donc, Giotto a fait cette peinture-là, qui a ensuite influencé plusieurs autres peintres qui ont gardé la forme pointue dans leur peinture. Tranquillement, la représentation du cœur s'est creusée à la base, où ce qu'on avait dit qu'il y avait justement les artères ou des creux, puis c'est de plus en plus creusé avec les années. Donc, tu sais, au début, c'est juste comme, un petit peu, puis tranquillement, ça se transforme vers la forme de cœur qu'on connaît de plus en plus. En fait, c'est plutôt au 15e siècle que la forme est apparue plus précisément du cœur qu'on connaît, parce que justement, ça s'est creusé davantage, et on a commencé à retourner la forme sur les peintures, et elle a aussi été utilisée pour la représentation du Sacré-Cœur de Jésus. OK. Je sais pas si tu as l'image Pour du l'hôpital Sacré-Cœur. Non, mais je sais pas si tu as l'image du Sacré-Cœur. Tu sais, genre Jésus avec un cœur au milieu. Je te dirais, si t'as pas l'image en tête, c'est comme un gros cœur rouge. Puis avec, genre, du feu qui sort de la horte vers le dessus avec une petite croix. On va pouvoir le mettre sur Instagram aussi. Mais bon, du feu qui sort de ton aorte, je m'inquiète pour la santé de Jésus. Effectivement, mais en même temps, c'était une représentation... C'est le Sacré-Cœur, c'est pas le feu sacré du cœur. Ah, ok, C'est oui, pour je ça comprends. qu'elle a le feu. Puis c'est une image qui est vraiment utilisée beaucoup par la religion catholique. Oui, ben j'imagine Juste, tu vas bien, revoir, là, puis tu vas faire comme « Ah oui, ça ». Oui, non, mais j'imagine bien dans le sens où il y a plein d'institutions, comme l'hôpital Sacré-Cœur, la basilique Sacré-Cœur, blabla, là. Ouais. Mais, ok, ouais, non, je l'ai pas en tête comme ça, mais je suis sûre que je l'ai déjà vu étant allé dans une école catholique. Clairement. Puis, donc, veux pas, en étant sur Jésus, la forme s'est popularisée, puis on a fini par cacher la horte creepy sur la plupart des dessins. Pas sur celle de Jésus du Sacré-Cœur ce jour-là. On l'a-tu caché pour les cours de catéchèse aux enfants, là? Genre Non, les mais... traumatiser? Ben, le feu est plus fort, fait qu'on voit moins la horte, là. Ah, ok. Mais... Ce qui est pas tant plus rassurant. Non, mais il cache plus, en tout cas. Ok. Puis, dans le fond, le cœur, ben, étant toujours attaché à l'amour, le symbole a évolué vers la représentation du Big Love avec le temps. Donc, finalement, la plante puis cette situation-là ne sont pas tant reliées. Fait que, qui dit vrai par rapport à ça? On voit quand même, dans les mêmes années, des représentations de cœur, mais pour représenter les feuilles, encore sur des armoiries au Moyen-Âge. Donc, les deux arrivent pas mal en même temps. Ok, Donc, par Jésus, par les feuilles. Fait que c'est pas comme une réponse officielle là-dessus. Mais bon, on a quand même des bonnes pistes pour l'origine de ce symbole-là. Mais là, j'ai promis un autre sujet. Ouais. Parce que tant qu'à avoir réglé l'origine de la forme du cœur, je me suis dit, j'étais à 25% d'une autre question que j'ai toujours eue, c'est-à-dire, ça vient d'où le cœur, le carreau, le trèfle et le pic dans les jeux de cartes? Ah ben oui! Donc, on en a réglé un, réglons les trois autres. Et avant toute chose, j'aimerais faire un petit rappel en anglais, comment qu'on les appelle, ces quatre symboles-là. Donc, le heart, le diamond. Diamond, c'est pour carreau, hein? Club pour les trèfles. Et spade pour le pic. Ouais. Donc, comment c'est arrivé? Mais là, attends, tu vas nous faire une partie en anglais. Notre podcast, il est juste en français, William. Mais tu vas comprendre. Ok, c'est bon. Je veux juste que ça soit rentré dans la tête de nos auditeurs, là, ces quatre mots-là. C'est bon, big brain. Big brain. Donc, je suis parti à la recherche d'informations sur ces symboles-là. Puis, je me disais, ben, ça va être quelque chose de bien court puis bien simple. Finalement, non, je suis tombé dans un rabbit hole encore une fois où ce que j'aurais voulu continuer à faire des recherches pendant 5 heures puis arriver puis dire hey, finalement le roi puis la reine ça vient de là puis le Joker puis ça finissait plus. Mais j'ai quand même essayé de synthétiser pour ces symboles-là. Donc, premièrement, parlons comme toujours d'histoire avec l'origine des cartes à jouer. Les historiens croient que les premières cartes en papier proviendraient de la Chine au 9e siècle. Ils seraient un dérivé de soit un jeu de dés divinatoire indien ou d'un système monétaire chinois. OK. Fait que tu sais, des guesses très clairs reliés ensemble. Quoique... Ben, c'est au moins dans la même région. Oui, non, mais je veux dire, monétaire ou jeu divinatoire, tu sais, à moins que le jeu, c'est genre... La carte que tu vas piger va déterminer ton avenir. Montre-la moi. Ah, ben oui, tu me dois 5$. Je sais pas. Donc, tout ça pour dire que malgré tout, le plus vieux jeu de cartes retrouvé de l'histoire n'a pas été en Chine, mais plutôt à Istanbul. Tout est arrivé à Istanbul. Tout est arrivé à Istanbul. Du monde. Tout est arrivé là-bas. Donc, ça a été trouvé en 1938. Et il daterait, en fait, pas de 1938, mais d'entre le 12e et le 13e siècle. OK. Il s'agissait d'un paquet de cartes de 56 cartes qui était divisé de manière égale en 4 enseignes différentes. Ouais. Parce qu'enseigne est tout le temps pour les symboles. Là. C'est le terme officiel, je ne le savais pas, mais on dit les enseignes sur une carte. Et non les 4 symboles. Donc les 4 enseignes étaient des coupes, des pièces de monnaie, des épées et des bâtons de polo. Donc le jeu polo. Là.
ces cartes-là, par contre, ne proviendraient pas de la Turquie, mais d'Égypte. Tabarnouche, ils se sont promenés. Hein? Ils se sont promenés. Les cartes à jouer auraient par la suite été amenées en Italie en 1370. Par contre, comme la compagnie Ralph Lauren n'existait pas encore dans ces années-là, les Italiens ne savaient pas vraiment c'était quoi le polo. Oui, parce que c'est ça, si vous le savez pas, le symbole de Ralph Lauren, en fait, c'est un gars joueur de polo. Puis c'est sur des chandails de polo. C'est ça. La gang. On s'est rendu compte de ça là, en écrivant cet épisode. Ben, Will s'en est rendu compte puis et me je l'a l'ai partagé directement à Hélène. J'étais comme, c'est si stupide, mais c'est ça. Donc, l'enseigne de bâton de polo a été changée pour les Italiens par un simple bâton de cérémonie. C'est comme plus un bâton de mage ou de prêtre, là. Mettons, comme plus orné comme bâton. Là, je sais qu'on est limité par la langue française où ce que je dis, c'est pas un bâton, c'est un bâton. Mais regarde, je mettrai des images. Mais c'est un bâton? C'est un bâton. OK. Donc, chaque région d'Italie avait un peu sa façon de dessiner les enseignes, mais c'était essentiellement toute la même chose. On a premièrement le bâton, ou bastoni en italien, dont je viens de parler. Ensuite, on a la pièce de monnaie, aussi appelée denier ou dinare, et qui essentiellement... Attends, elle est aussi appelée Denis? Denier. OK. Denis, c'est mon dentiste. Fait que là, j'étais comme, quoi? Ben oui. Mon dentiste? Il y avait la grosse face à Denis. Il y avait la grosse face à Denis. Mais non. Donc, dans le fond, ce dessin-là de denier, c'était un cercle avec une fleur à l'intérieur ou un soleil, là, un peu comme dessiné par un enfant, comme un cercle avec des triangles. Ouais, ok. Ensuite, on a la coupe ou coppe, qui, tant qu'à moi, a plus l'air d'un piédestal ou genre d'une colonne. Mais bon, ça se peut que les Italiens aimaient boire sur une surface plate, là, je le sais pas. Mais ça a vraiment pas l'air d'une coupe. Et finalement, on a les épées avec une lame courbée, probablement due à l'origine moyen-orientale, donc plus comme des cimetières. Là, ouais. Donc, je t'ai dit les trois autres en italien. Là, j'ai le goût de tester ton italien à toi, Hélène. Comment est-ce qu'on dit ça, épée, en italien? Mais c'est parce que moi, je parle français, anglais et espagnol. Pas grave, je veux savoir, qu'est-ce que tu penses? Non, c'est... Attends, épée... J'ai un oubli de c'est quoi épée en anglais, fait qu'il... Sword. Sword, oui, c'est vrai. Épée... épia, je sais pas. Non, on dit spada ou spade. Ah! Donc, comme un pic. Hein? Wink wink. Wink wink. Fait qu'on a une piste, la gang. Littéralement, là, on s'est fait un clin d'œil en oubliant que c'est un médium seulement audio. Excusez, la gang. À ce moment-là, il n'y a pas deux couleurs séparées comme le rouge et le noir aujourd'hui sur nos cartes à jouer. Les 4 symboles sont composés de noir, de blanc, de rouge, de bleu et de jaune. Donc, ils ont toutes comme plein de couleurs dans chacun. Il n'y a pas de séparation de couleurs. Il n'y a pas 5 couleurs que t'as nommées? Ouais, mais l'épée, disons, elle va avoir un manche bleu avec un rebord rouge, la lame va être tabarnouche, jaune. okay. C'est juste comme c'est un dessin de couleurs. Ok, je comprends. Dans les mêmes années, les cartes se propagent aussi en Espagne qui refont eux aussi les enseignes de leurs cartes. On retrouve encore la coupe, qui ressemble maintenant plus à un récipient, merci les Espagnols. La pièce de monnaie qui penche davantage sur les images triangulaires de soleil plutôt que les fleurs. Les gros changements visuels se retrouvent davantage avec les deux autres enseignes. Premièrement, on retrouve l'épée, qui est désormais droite plutôt que courbée. Okay. Sur les images, on peut observer que le garde de l'épée, il y a comme deux boules vis-à-vis la ligne. Tu sais, comme... Fait que c'est comme une épée avec deux petites boules de chaque côté, mettons. Ça fait très symbole phallique, ça. Ouais, très. Non, moi un pic. Oui, ou un pic. Ou un pic. Parce que épée, c'est spade en italien. Et ensuite, on a le fameux bâton qui change encore une fois. Cette fois-ci, un peu moins fancy que le bâton de Gandalf. Il s'agit maintenant d'un bout de bois ou bien d'une grosse massue d'homme préhistorique. OK. Pour nos amis anglophones qui nous écoutent, une massue, c'est ce qu'on appelle aussi en anglais un club, comme le nom qu'on appelle aujourd'hui le trèfle en anglais. Oui. Quelques années plus tard, c'est au tour des Allemands de créer leur propre carte. Surprenamment, ils sont les premiers à s'éloigner des symboles plus violents comme l'épée et la massue. En effet, l'épée est remplacée ici par une feuille qui est essentiellement le même symbole que le cœur, mais vert, pointé vers le haut avec des rainures. OK, oui. Et une petite tige en bas. Donc, on retrouve ici le pointu, les rondeurs, puis le petit bout en bas. Je me demande vraiment en quoi ça va évoluer, cette feuille-là. Une épée! Non, c'était déjà l'épée avant! Ensuite, la massue se transforme quant à elle en gland. L'aliment. Franchement. L'aliment! C'est pas parce que c'est à Saint-Valentin que je parle de ça. Donc, imagine-toi un gland, mais à l'envers. Ouais. Donc, avec le genre de petit capuchon là, brun en dessous, puis le bout de pointu vers le haut. Ouais. Donc, ça fait des rondeurs en bas, des rondeurs en haut. Ah! Il est fait sur le long, le gland. Il n'est pas fait comme une vraie... Ils sont bizarres, ces gens.
Ils sont bizarres, ces Allemands. Je pense pas que Scrat il aurait pris ce gland-là pour le cacher. Là. Scrat l'écureuil dans Ice Age. Non, il aurait pas pris celle-là. Il aurait fait celle-là, il est malade, clairement. La pièce de monnaie est quant à elle changée pour un grelot, lui aussi à l'envers pour une raison qui m'échappe. OK. Fait que il n'y a pas de lien, là. C'est rond, à peu près. C'est à peu près le seul lien que je vois entre les deux. Les Allemands, ils ont bien d'imagination. Puis là, la coupe est désormais un cœur. Pourquoi? Ça, je le sais pas. Puis ça, c'est vraiment la partie qui me frustre le plus dans l'histoire, c'est que je sais vraiment pas comment le cœur s'est ramassé là. Genre, et c'est ironique vu que t'as parlé de la forme du cœur. Fait qu'au moins, on a une origine à la base, mais encore une fois, peut-être c'est relié avec les feuilles, parce qu'il y a d'autres symboles. Mais donc, t'avais pas exactement fait 25% du travail, t'avais fait genre 12,5%. 12,5%, mais moi, je pense qu'il est apparu là plus comme dans les cartes allemandes, comme étant le symbole de la feuille que le symbole du cœur. Parce que, comme je disais, c'est apparu dans des armoiries dans ces années-là, en tant que la forme de cœur rouge, mais ça représentait des feuilles de certaines plantes. Donc, peut-être ceux qui ont essayé de représenter dans le jeu de cartes, étant donné qu'il y avait déjà le gland, la feuille verte et la forme de cœur qu'on connaît. Donc, je me dis peut-être que c'est tout relié ensemble à ce niveau-là. Ça, ou peut-être pour adoucir un peu les jeux de cartes qui avaient des symboles trop violents. C'est ça. Ben, en même temps, la pièce de monnaie, pas très violent. Mais non, mais l'amour... L'amour, faites l'amour plutôt que la guerre. Donc, on a plein de beaux dessins remplis de couleurs dans différents pays, ce qui est bien plaisant et joli, mais on se rappelle qu'on est au 14e siècle, hein? Ouais. Puis tout ça, c'est dessiné à la main, un à un. Ouais, ben, les moines, ils faisaient tout ça? Je sais pas. C'est eux qui faisaient ça, ou genre, ils retranscrivaient juste la Bible? Bien que ce soit eux qui faisaient les cartes, c'est pas dit dans l'histoire. Mais tout ça pour dire que ça l'aide pas beaucoup à la commercialisation, mettons, de des non, cartes. c'est sûr, exactement. C'est là qu'entre en jeu le paquet de cartes français. Les Français. Oui, parce que le paquet de cartes qu'on connaît aujourd'hui, en fait, c'est d'origine française. Fait qu'après toutes ces belles variations, celui-ci aurait comme origine une simplification des enseignes précédentes pour pouvoir reproduire plus facilement les jeux de cartes et à moindre coût. Donc, c'est ici qu'on retrouve nos amis le cœur, le carreau, le trèfle et le pic. Le cœur, ben, provient du cœur des cartes allemandes, donc c'est un cœur copy-paste. Le pic provient, quant à lui, originairement de l'épée, qui est ensuite devenue une feuille. Fait que, tu sais, au lieu de faire vert avec les rainures, ben, ils ont fait, ben, c'est noir, puis la base, c'est... J'oserais dire que c'est épique. C'est épique, si tu veux. Non, mais épée, pic. Ouais, non, j'ai compris. Son nom provient donc du mot épée en italien qui est spade. Ouais. Spade qui est aussi un mot qui existe en anglais, mais qui veut dire pic. OK. Donc, double traduction. Double traduction, d'où on est venu avec le nom pic. Le trèfle, quant à lui, ben, c'est une simplification du gland, où les trois bouts arrondis deviennent littéralement plutôt une forme de trèfle. Donc, on a le gland avec le nom précédent club en anglais. Puis, ben, en français, nous, on a juste fait comme, ben, ça n'a pas l'air d'un club, ça a l'air d'un trèfle. Fait qu'on a appelé ça trèfle. OK. Finalement, le carreau, dernière mystérieuse évolution. Difficile de voir le lien avec le grelot, plus facile de le voir avec le denier. Si on a un soleil qui est rond avec plusieurs triangles, ben on a simplifié en disant ben on va faire 4 bouts pointus, puis ça va être un carreau. Je pense qu'après plein de formes fucked up, ils se sont dit on va faire de quoi des lignes bien drettes là. C'est ça. Donc, voilà l'explication pour les 4 symboles sur les jeux de cartes d'aujourd'hui. Une simplification qui aurait fait ses preuves, étant donné que c'est devenu un système uniforme à travers le monde aujourd'hui. Peut-être pas juste par la simplification, peut-être aussi par le fait que la France a colonisé à travers le monde, mais ça, c'est un autre détail. Tu me regardes avec un œil accusateur. C'est tes ancêtres. Les miens aussi, mais... Oui, ben c'est ça, hein. OK, c'est peut-être plus proche d'être mes ancêtres que les tiens, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tout ça pour dire que maintenant, vous allez avoir plein de beaux fun facts à partager quand vous allez jouer au strip poker avec votre partenaire à la Saint-Valentin. Ah, franchement, nos auditeurs sont pas de même. Ils sont pas coquins comme ça. C'est pas. Saint-Valentin, ça fait sortir des affaires que... Oh là là. Donc, c'était tout pour notre épisode d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous invite à nous donner une note sur Apple Podcast ou maintenant sur Spotify. C'est possible aussi
à nous Google aussi, Google YouTube aussi. aussi, lâcher un petit j'aime, s'abonner, toute la Partagez à patente. vos amis là, qui aiment ça, les fun facts, puis qui aiment ça, les gens stupides comme nous. Ouais. Puis aussi, suivez-nous sur les plateformes telles que Facebook, Instagram, TikTok, où on fait beaucoup de contenu original et différent du podcast. Ouais, puis au risque de me répéter, là, ça a vraiment explosé un petit peu là, dans les derniers temps. On a gagné beaucoup d'abonnés sur TikTok, fait qu'on on en est très content, très fiers et très reconnaissant aussi. Donc, ça nous donne un bon boost pour continuer le podcast, mais aussi les petites vidéos comme ça où on vous donne des petites informations en moins d'une minute idéalement. On vous donne du contenu sur toutes les plateformes, fait que c'est différent à chaque fois, donc suivez-nous partout. Ouais. C'est ça le secret. Salut là, à la prochaine. Bye bye.